Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! « 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Plus exactement, 299 792 km et 458 mètres par seconde. Autrement dit, en une seconde, la lumière parcourt 299 792 km et 458 mètres. Il lui faut seulement 8 minutes et 13 secondes pour parvenir du Soleil jusqu'à nous. Un peu plus de 4 ans depuis Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, et à peine 1 milliardième de seconde pour aller de l'écran que vous regardez jusqu'à vos yeux. 300 000 km par seconde, ça va très vite. Tellement vite que durant des milliers d'années, les hommes ont cru que la lumière était instantanée. Comment vous dire? Pour eux, elle ne se déplaçait pas. Il y en avait ou il n'y en avait pas. Un des premiers à avoir douté de l'instantanéité de la lumière, c'est Alhazen, un savant arabe du Xe siècle. Alhazen est un précurseur. Il est l'auteur du premier traité d'optique, un ouvrage dans lequel il décrit le phénomène de la réfraction et l'explique. Vous savez, quand on plonge un bâton dans l'eau, par exemple, eh bien, on a l'impression qu'il est cassé. Alhazen a une intuition. Il pense que la lumière a une vitesse de propagation. Hélas, il ne pourra rien prouver et sa géniale intuition ne restera qu'une intuition. En fait, c'est Galilée, au XVIIe siècle, qui le premier va tenter de mesurer la vitesse de propagation de la lumière. Galilée, vous le connaissez, c'est ce savant italien qui s'est illustré du haut de la tour de Pise en faisant des expériences sur la chute des corps. Galilée pense donc que la lumière a une vitesse finie. Et en savant scrupuleux, il est bien décidé à le prouver. Pour cela, il doit mesurer le temps que met la lumière pour parcourir une distance bien précise. Car c'est ça la vitesse, une distance sur une durée. Quand un véhicule roule à 50 km par heure, par exemple, eh bien cela signifie qu'à cette vitesse, il parcourt 50 km en 1 heure. Revenons à Galilée. Il est également persuadé que la lumière se propage très vite. Comment faire alors dans ces conditions pour la suivre sur un trajet déterminé avec un point de départ et un point d'arrivée et mesurer le temps qu'elle met pour effectuer ce trajet? Une chose est sûre, sa mesure ne peut se faire que sur une grande distance. Galilée met en place l'expérience suivante. 2 observateurs se positionnent à environ 1800 mètres l'un de l'autre, chacun au sommet d'une colline. Il fait nuit. Tous les 2 sont équipés d'une lanterne dont ils ont masqué la lumière. L'idée de Galilée est simple. Le premier démasque sa lanterne et il déclenche simultanément une clepsydre, l'ancêtre de l'horloge. Sitôt qu'il aperçoit la lueur, le second démasque la sienne. Et dès que le premier aperçoit cet éclat, il arrête la clepsydre. Plutôt bien vu, si j'ose dire. Ce dispositif doit en effet permettre de mesurer le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour entre les 2 observateurs. Hélas, les 2 hommes ont beau faire et refaire l'expérience, la lumière semble instantanée. Et pour cause, il ne lui faut que quelques millionièmes de seconde pour parcourir 3600 mètres. Pour autant, Galilée ne va pas en déduire que la lumière est instantanée. Non, pour lui, sa vitesse est trop élevée pour pouvoir la mesurer. En fait, il va falloir patienter jusqu'au XVIIIe siècle pour prouver que la lumière se déplace à une vitesse vertigineuse, le temps que des savants acquièrent les connaissances suffisantes et mettent au point le matériel nécessaire. Le premier, qui sans le savoir va apporter sa contribution à cette quête, s'appelle Nicolas Copernic. Son nom vous dit sûrement quelque chose. C'est un astronome
prestigieux. Avant lui, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. C'était comme ça depuis les Grecs. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic va remettre les choses en place, enfin, les planètes. L'astronome va montrer que le Soleil est au centre du système et que toutes les planètes tournent autour. C'est d'ailleurs en défendant les thèses de Copernic que Galilée aura des problèmes avec l'Église. Le deuxième savant, c'est Galilée, justement. En 1609, il met au point une lunette qui permet d'observer les planètes du système solaire. Grâce à cet instrument, il découvre que 4 lunes gravitent autour de Jupiter. Le troisième, enfin, s'appelle Johannes Kepler. Il observe le balai des planètes autour du Soleil et en comprend la mécanique. Grâce à ces travaux rassemblés dans les fameuses lois de Kepler, les astronomes peuvent dès lors savoir à tout moment où se trouvent les planètes les unes par rapport aux autres. Voilà, la boîte à outils est prête. La lumière va pouvoir livrer une partie de son mystère. Imaginez, nous sommes en 1671, sous le règne de Louis XIV. L'Observatoire de Paris vient juste d'être achevé. Il est dirigé par l'illustrissimo Jean-Dominique Cassini. À l'époque, c'est une personnalité très importante et très respectée en raison de ses tables, les fameuses tables de Cassini. Rien à voir avec la gastronomie. Jean-Dominique Cassini a la tête dans les étoiles. Grâce aux lois de Kepler, il a calculé et déterminé les jours et les horaires des éclipses de Io, un satellite de Jupiter. Autrement dit, il sait quand précisément cette lune disparaît dans le cône d'ombre de Jupiter, c'est ce qu'on appelle l'immersion, et quand elle en ressort, c'est l'émersion. Ces données sont rassemblées sur des tableaux, un peu comme les horaires de marée aujourd'hui, les fameuses tables de Cassini. À l'époque, l'idée, c'est d'aider les marins à se positionner sur la mer. Ils n'ont pas le GPS, mais en comparant l'heure à laquelle ils voient apparaître ou disparaître le satellite de Jupiter et l'horaire qui figure sur les tables au jour J, horaire qui correspond à celui de Paris, eh bien, ils peuvent en principe déterminer la longitude à laquelle ils se trouvent. Cependant, Cassini est perturbé. Ça fait pas mal de temps qu'il observe Io et il ne comprend pas. Parfois, Io respecte ses prévisions et depuis la Terre apparaît ou disparaît pile à l'heure. Et puis, de façon tout à fait incompréhensible, quelques mois plus tard, Io apparaît ou disparaît avec quelques minutes de retard ou d'avance sur ses prévisions. Que se passe-t-il? Olaus Rømer, astronome danois, invité de Cassini à l'Observatoire de Paris, va proposer une solution à ce problème. Les planètes, on l'a vu, tournent autour du Soleil dans un étrange balai. Imaginez, la Terre se trouve ici, Jupiter là. Io entre dans le cône d'ombre puis en ressort à 22 heures, comme prévu par les tables. Quelques mois plus tard, la Terre se trouve maintenant ici et Jupiter là. La distance qui sépare les deux planètes a augmenté de 75 millions de kilomètres. Io entre dans l'ombre, l'observateur qui se trouve sur Terre la voit ressortir, mais avec 4 minutes de retard sur l'horaire prévu. Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Eh bien parce que la distance entre Io et la Terre a augmenté et que les 4 minutes supplémentaires correspondent au temps nécessaire à la lumière pour qu'elle parcourt cette distance supplémentaire. Rømer fait d'une pierre deux coups. Il explique les retards de Io et en déduit que la lumière a une vitesse finie. Après une telle découverte, on pourrait imaginer que la communauté scientifique explosa de joie. Eh bien, pas vraiment. Cassini va très vite remettre en cause les résultats de Rømer. En effet, les éclipses des autres satellites de Jupiter ne sont pas sujettes au même retard que celles de Io. L'argument, c'est vrai, est de poids. En fait, on sait aujourd'hui que ces écarts sont dus à des mouvements plus complexes des autres satellites et qu'il était difficile de les déceler à l'époque. Finalement, c'est un Anglais, James Bradley, qui va clore le débat. 50 ans plus tard, il confirme que Rømer avait raison et que la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle a une vitesse finie, qu'il estime proche de 300 000 km par seconde. Désormais,
La course à la mesure de la vitesse de la lumière peut démarrer, mais ça, c'est une autre histoire. Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! Au milieu du XIXe siècle, la lumière a livré une partie de son mystère. Après des lustres d'incertitude, la communauté scientifique sait désormais que la lumière se propage à une vitesse finie. C'est un Danois, Olaus Rømer, qui l'a affirmé en 1676. Alors au début, c'est vrai, l'idée a du mal à passer, jusqu'au moment où 50 ans plus tard, un astronome anglais, James Bradley, en a apporté la preuve. Il a même estimé la vitesse de la lumière à environ 300 000 km par seconde. Seulement voilà, en ce milieu de 19e siècle, la communauté scientifique sait que le résultat de Bradley est approximatif. En effet, Bradley a fait son estimation à partir de la distance qui sépare la Terre du Soleil. Or, à cette époque, cette distance est encore incertaine. C'est d'ailleurs l'une des grandes questions qui agitent l'Observatoire de Paris. Une question à laquelle les scientifiques répondraient facilement s'ils connaissaient précisément la vitesse de la lumière. En effet, pour obtenir une distance, il suffit de multiplier le temps par la vitesse. Or, en ce milieu de 19e siècle, seul le temps que met la lumière pour parvenir du Soleil jusqu'à la Terre est connu. 8 minutes et 12 secondes, soit 492 secondes. Autrement dit, vous l'avez compris, d'un côté, il y a ceux qui avaient besoin de la distance Terre-Soleil pour mesurer la vitesse de la lumière, et de l'autre, ceux qui avaient besoin de la vitesse de la lumière pour mesurer la distance Terre-Soleil. Bref, c'est le chat qui se mord la queue. Alors comment s'en sortir? À l'époque, l'Observatoire de Paris est dirigé par François Arago, je le précise, car c'est un éminent scientifique dont vous entendrez sûrement parler un jour ou l'autre. C'est une sorte de touche-à-tout de génie et qui, en plus, aime l'aventure. Il est aussi à l'aise avec la physique, l'astronomie, qu'un dos de chameau. Il est persuadé qu'il faut commencer par trouver la vitesse de la lumière. Seulement, cette fois, les éléments semblent résister. Comment déterminer cette vitesse, ce sésame qui ouvrirait de nouvelles portes vers la compréhension de l'univers? Continuer à observer le ballet des astres comme le faisaient Rømer et Bradley? Sûrement pas. Pour obtenir une réponse, il faut trouver un moyen de mesurer cette vitesse sur Terre, autrement dit, en laboratoire. Heureusement, Arago n'est pas seul. Il encadre de jeunes prodiges, impatients d'en découdre avec ces grandes questions. Parmi eux, 2 jeunes physiciens, Hippolyte Fizeau et Léon Foucault. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont des autodidactes. Attention, ce ne sont pas non plus des premiers venus. Tous les deux ont quand même fait des études de médecine, mais ils ont abandonné cette discipline pour se consacrer à la physique. Ensemble, ils ont d'ailleurs obtenu la première image du Soleil. La photographie venait tout juste d'être inventée. Ils plongent donc. Mais cette fois, chacun de leur côté. Peut-être d'ailleurs, les 2 hommes sont-ils un peu en concurrence, mais qu'importe, ils cherchent.
Aidé par Gustave Froment, un habile constructeur mécanicien, Hippolyte Fizeau met au point une machine capable de mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. La voilà, la machine de Fizeau. Pas une reproduction, hein. La vraie machine, celle utilisée par Fizeau lui-même pour réaliser ses mesures. Alors évidemment, on se demande comment Fizeau a bien pu mesurer la vitesse de la lumière avec ça. Pas de panique, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, Hippolyte Fizeau s'est inspiré de ses prédécesseurs, Galilée notamment, et son expérience nocturne. Vous savez, 2 observateurs placés au sommet de 2 collines distantes de plusieurs lieues. Ils voulaient mesurer le temps que la lumière mettait pour faire un aller-retour. Galilée n'avait rien mesuré du tout, mais il avait pressenti que la lumière devait faire un aller-retour. Fizeau pressent exactement la même chose. Voici le principe de son expérience. Fizeau place une source lumineuse sur le balcon de sa maison, à Suresnes. À l'époque, pour obtenir une puissance suffisante, on utilise de la craie incandescente. Cette lumière vient ensuite buter contre une lame de verre semi-réfléchissante inclinée à 45 degrés. De cette manière, elle est déviée direction Montmartre, à plus de 8 km de Suresnes, 8633 mètres exactement, jusqu'au balcon d'un ami où Fizeau a installé un miroir. La lumière s'y réfléchit et repart en sens inverse jusqu'à Suresnes, où notre physicien la récupère dans son œilleton, après bien sûr qu'elle ait traversé la lame de verre. Le dispositif de Fizeau comporte également, c'est essentiel, une roue dentée installée au niveau de la station d'émission, sur la trajectoire du faisceau lumineux. En vrai, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, la machine réelle est un peu plus complexe, avec les différents appareils optiques destinés notamment à focaliser la lumière. La source lumineuse était placée ici, sur le côté. Là, c'est la lame de verre semi-réfléchissante. Et juste derrière, vous reconnaissez la roue dentée. Mais si, la roue est bien dentée, seulement les dents sont minuscules, il y en a 720. Cette roue dentée était entraînée par un mécanisme mis en mouvement par un poids qui se trouvait là. Alors à quoi pouvait bien servir cette roue dentée? Pour mieux comprendre, nous allons nous concentrer sur 2 dents. Rassurez-vous, ça ne mord pas. Quand le mécanisme est au repos, la lumière passe entre 2 dents, frappe le miroir à Montmartre et revient vers Fizeau, qui observe un point lumineux dans l'œilleton. Maintenant, le physicien fait tourner la roue. Les dents coupent le faisceau lumineux. Le point lumineux s'évanouit, puis apparaît de nouveau dans l'œilleton. La roue tourne de plus en plus vite, jusqu'au moment où la lumière qui à l'aller passe entre 2 dents vient buter au retour contre une dent. À cette vitesse-là, le point lumineux disparaît dans l'œilleton de Fizeau. Elle est là, l'astuce. Revoyons ce qui se passe au ralenti. Le temps qu'a mis la dent pour remplacer le trou par lequel la lumière était passée à l'aller correspond au temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour. Fizeau, qui a installé un compte-tours sur sa machine, note que le phénomène est observé lorsque la roue atteint 12,6 tours par seconde. La suite, eh bien, c'est une histoire de calcul. En fait, la roue a été conçue de telle sorte que l'angle auquel correspond une dent soit d'1/4 de degré. Connaissant le nombre de tours qu'effectue la roue dentée en 1 seconde, autrement dit 12,6 tours par seconde, eh bien Fizeau en déduit que le temps que met une dent pour remplacer un creux est de 55 microsecondes. La lumière met donc 55 microsecondes pour faire l'aller-retour Suresnes-Montmartre, soit 17 266 mètres. Fizeau estime donc la vitesse de la lumière à 315 300 km par seconde. Pourtant, Fizeau sait que ses résultats manquent de précision. En effet, il a du mal à mesurer avec exactitude la vitesse de rotation de la roue dentée. Alors me direz-vous, pas de quoi sauter au plafond? Eh bien si,
Et je ne suis pas le seul. Fizeau est salué par l'Académie des sciences. Il est même décoré de la Légion d'honneur. Pourquoi? Eh bien parce que même si ce résultat manque de précision, Fizeau est le premier à avoir mis au point un dispositif capable de suivre sur Terre le trajet de la lumière et de mesurer sa vitesse. Nous sommes en 1849, 10 ans plus tard. Léon Foucault, le complice des débuts, mettra au point un autre dispositif. Il mesurera la vitesse de la lumière avec encore plus de précision. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! En 1849, un physicien français, Hippolyte Fizeau, était parvenu pour la première fois à mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. Grâce à un dispositif ingénieux, il l'avait estimée à 315 300 km par seconde. Alors je sais, on est un peu loin de l'estimation faite par l'anglais James Bradley, environ 300 000 km par seconde. Mais qu'importe les chiffres, le succès de Fizeau tenait d'abord et avant tout au dispositif qu'il avait mis en place, un dispositif qui prouvait que l'on pouvait mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. Fizeau était d'ailleurs parfaitement conscient de cette marge d'erreur, qu'il attribuait à juste titre au manque de précision du matériel qu'il avait utilisé. D'ailleurs, il ne publiera même pas ses résultats. Mais ça ne l'a pas empêché d'être salué par l'Académie des sciences et décoré de la Légion d'honneur. Pour autant, ce succès n'avait pas réglé tous les problèmes. À cette époque, je vous rappelle, les astronomes cherchent à déterminer avec précision la distance Terre-Soleil. Or, pour calculer cette distance, ils ont besoin de connaître précisément la vitesse de la lumière, d'où les travaux de Fizeau. Cependant, la valeur trouvée par Fizeau étant imprécise, eh bien la question demeurait toujours en suspens. En 1853, Urbain Le Verrier prend la tête de l'Observatoire de Paris. Il a toujours regretté que Fizeau n'ait pas poursuivi ses recherches. Il demande donc à Léon Foucault de lui fournir une nouvelle mesure plus précise de la vitesse de la lumière. Léon Foucault, je suis sûr que ce nom vous dit quelque chose, mais si, c'est le compagnon de route d'Hippolyte Fizeau. Comme lui, c'est un autodidacte et ensemble, ils ont obtenu la première photographie du Soleil. Léon Foucault, c'est aussi le père du pendule, le fameux pendule de Foucault. Je sais. Ce n'est pas le moment. Pour mesurer la vitesse de la lumière, Foucault reprend en l'améliorant une expérience dans laquelle il utilisait un miroir tournant. Au passage, cette expérience l'avait rendu célèbre parce qu'elle lui avait permis de conclure que la lumière se déplaçait plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Comme Fizeau, Léon Foucault sait qu'il ne peut mesurer cette vitesse qu'en faisant faire un aller-retour à la lumière. Il met donc en place le dispositif suivant. Un héliostat capte la lumière du soleil et la renvoie sur une lame semi-réfléchissante. La lumière traverse cette lame, puis est réfléchie par le fameux miroir tournant. Et quand je dis qu'il tourne, je ne plaisante pas. 400 tours par seconde, ça donne le vertige, hein.
Le mécanisme est entraîné par une turbine à air comprimé, ce qui rend le mouvement parfaitement régulier et réduit les imprécisions. Il y a aussi un compte-tours extrêmement précis. Pour le moment, cependant, le miroir tournant est à l'arrêt. Dans cette position, la lumière est dirigée vers un premier miroir fixe, puis vers un deuxième, un troisième, un quatrième et enfin un cinquième miroir conçu et orienté de telle sorte qu'une fois la lumière arrivée ici, elle repart en sens inverse en suivant exactement le même chemin jusqu'à la lame de verre semi-réfléchissante qui dirige alors la lumière vers un oculaire. En partant du miroir tournant et en y revenant, la lumière parcourt très exactement 40,4 mètres. Le dispositif comporte également une mire graduée située ici. Cette mire a été réalisée par Gustave Froment, celui-là même qui a travaillé avec Fizeau. Lorsque la lumière pénètre le dispositif, elle franchit la mire et projette l'image de cette mire sur tout son trajet aller et sur tout son trajet retour. Si les miroirs sont bien alignés, l'image de la mire apparaît dans l'oculaire. On place alors devant l'oculaire un réticule, autrement dit, un petit repère, et on le positionne précisément afin qu'il se trouve au milieu de la mire sur une graduation. Foucault lance le mécanisme du miroir tournant. La lumière s'y réfléchit. Seulement, étant donné que le miroir tourne, la direction de la lumière est sans arrêt modifiée. Concrètement, ou bien elle est dirigée vers les autres miroirs, ou bien elle passe à côté. Tout se passe en fait comme si l'image de la mire clignotait dans l'oculaire. J'ai bien dit comme si. En effet, le miroir tourne tellement vite que l'œil ne s'en aperçoit même pas à cause d'un autre phénomène qu'on appelle la persistance rétinienne. Alors à quoi lui sert tout ce dispositif? Eh bien, observons au ralenti ce qui se passe au niveau du miroir tournant. Foucault sait que la lumière se propage à une vitesse vertigineuse, de l'ordre de 300 000 km par seconde. Par conséquent, le temps que la lumière fasse l'aller-retour, le miroir tournant, s'est seulement déplacé d'une fraction de degré. La lumière est toujours dirigée vers l'oculaire, mais elle est légèrement décalée par rapport à la lumière qui est réfléchie quand le miroir tournant est à l'arrêt. Du coup, l'image de la mire est elle aussi légèrement décalée par rapport au réticule que Foucault avait soigneusement positionné. Et étant donné que la mire est graduée, eh bien Foucault va pouvoir mesurer ce décalage. On y est presque. Ce décalage de 0,7 mm correspond à un angle de 0,02 degrés. Maintenant, souvenez-vous, le miroir fait 400 tours par seconde. Un tour, c'est 360 degrés. 400 fois plus. Autrement dit, 144 000 degrés en une seconde. Le miroir, lui, s'est déplacé de 0,02 degrés. Il suffit donc de diviser et on sait en combien de temps le miroir a parcouru cet angle, soit 135 milliardièmes de seconde. Ce temps, c'est le temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour à partir du miroir tournant, soit 40,4 mètres. Nous sommes en 1862, Léon Foucault annonce son résultat avec une incertitude de 500 km par seconde. Très vite, la course à la précision allait maintenant commencer. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans le film que vous allez voir,
des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! Que de chemin parcouru depuis ces temps immémoriaux où les hommes pensaient que la lumière était instantanée, qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Aux alentours de 1850, tout le monde sait désormais que la lumière a une vitesse de propagation finie. Une vitesse très élevée d'ailleurs, puisqu'elle tourne autour de 300 000 km par seconde. Deux méthodes ont été mises au point pour la calculer. La méthode dite de la roue dentée, conçue par Hippolyte Fizeau, et celle du miroir tournant, plus précise, mise au point quelques années plus tard par Léon Foucault. Pour autant, même si la marge d'incertitude se réduit, elle existe toujours, et c'est bien dommage, car je vous rappelle qu'à l'époque, les scientifiques cherchent à déterminer avec précision la distance Terre-Soleil. Et ils ont plusieurs solutions pour déterminer cette distance. L'une d'elles consiste à utiliser la vitesse de la lumière. En effet, depuis James Bradley, on sait combien de temps met la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil. 8 minutes et 12 secondes. Si on savait précisément à quelle vitesse se déplace la lumière, eh bien, on en déduirait facilement quelle distance elle parcourt pendant ces 8 minutes et 12 secondes. Et ainsi, on connaîtrait la distance Terre-Soleil. Les astronomes pensent qu'enfin, ils vont pouvoir déterminer cette distance avec précision. En effet, en 1874, le Soleil, Vénus et la Terre doivent s'aligner. En suivant la tâche de Vénus sur le Soleil et en effectuant des mesures en différents points sur la planète, ils peuvent, par calcul, déterminer cette distance. Urbain Le Verrier, qui dirige l'Observatoire de Paris, n'est qu'à moitié satisfait. En effet, il regrette que l'on soit ainsi tributaire de la course des planètes pour déterminer cette distance. Il préférerait 100 fois que l'on puisse faire cette mesure sur Terre, à tout moment. Et pour cause, le Soleil, Vénus et la Terre ne sont que très rarement alignés. Certaines personnes ne pourront même jamais observer un tel alignement au cours de leur existence. Il ne faut donc pas se tromper. Pour déterminer la distance Terre-Soleil, Le Verrier préfère utiliser la vitesse de la lumière. Et puisque celle-ci manque de précision, eh bien, il demande à un jeune physicien, Alfred Cornu, de se lancer dans une nouvelle campagne de mesure. Alfred Cornu a le choix entre la roue dentée et le miroir tournant. Il doute du miroir tournant. En effet, il juge que le déplacement du miroir pendant le trajet de la lumière n'est pas suffisamment important pour que sa mesure soit fiable. Or, c'est justement ce déplacement qui, selon cette méthode, permet de déterminer la vitesse de la lumière. Il choisit donc la méthode de la roue dentée. Pour être parfaitement honnête, sachez aussi que Cornu a été formé par Fizeau, le père de la roue dentée. Cornu ne fonce pas tête baissée, si j'ose dire. Il est également conscient des limites de cette méthode. Je vous rappelle le principe. La lumière, qui part d'un point, est réfléchie par un miroir et revient au point de départ. Sur le chemin, elle croise une roue dentée. Quand le système est au repos, la lumière passe à l'aller et au retour entre deux dents. Quand la roue tourne, à partir d'une certaine vitesse, la lumière qui passe entre deux dents à l'aller bute contre une de ces dents au retour. C'est grâce à cette vitesse de rotation de la roue dentée que Fizeau a estimé la vitesse de propagation de la lumière. Pour que la lumière rencontre la dent sur son trajet retour, Fizeau a dû faire tourner la roue à 12,6 tours par seconde. Il atteint cette vitesse à tâtons, passant parfois à côté, et quand il y parvient, il a beaucoup de difficultés à la maintenir constante, cette vitesse. Il doit reprendre l'expérience à maintes reprises pour repérer
la vitesse de 12,6 tours par seconde. Du coup, il ne réalise qu'une vingtaine de mesures. Après un premier essai infructueux en 1871, Cornu va améliorer son dispositif expérimental. Pour cela, il utilise une machine qui tourne très vite. Sa vitesse de rotation peut atteindre 1600 tours par seconde. De plus, cette machine est équipée, c'est important, d'un mécanisme qui enregistre continuellement la vitesse de rotation de la roue dentée et le moment où la lumière vient buter contre une dent et disparaît dans l'oculaire de l'observateur. Ainsi, il n'est plus besoin de maintenir constante la vitesse de la roue, car l'obturation de la lumière peut se produire pour différentes dents, donc pour différentes vitesses de rotation. À chaque fois que la lumière disparaît, Cornu appuie sur une clé électrique reliée à la machine qui enregistre ce moment et la valeur de la vitesse correspondante. Cornu installe cette machine dans une mansarde de l'école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève, à Paris, tandis que le miroir réflecteur, lui, est installé à 10 310 mètres de là, sur le mont Valérien. Là où Fizeau n'avait fait que quelques dizaines d'essais, Cornu, lui, effectue plus de 1000 observations. La moyenne de ces mesures donne une valeur de 298 500 km par seconde. Cornu est le premier surpris par ce résultat. Alors qu'il trouvait suspecte la méthode de Foucault et son miroir tournant, il obtient une valeur quasi identique à ce dernier. Les méthodes de la roue dentée et du miroir tournant sont réconciliées. Mais la précision est encore insuffisante. Encouragé par Urbain Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris, Cornu va allonger la distance de l'aller-retour effectué par la lumière pour diminuer l'imprécision. En 1874, il installe sa machine à l'Observatoire de Paris et pointe à 23 km au sud la tour médiévale de Montlhéry. Après son départ, la lumière parcourt 46 km avant de revenir à l'Observatoire. Chaque soir, Cornu se rend à l'Observatoire. Il passe des nuits entières à lancer des mesures, attendant des conditions de pureté de l'air et de calme exceptionnelles. À force de patience, il finit par accumuler plus de 500 mesures, obtenant une valeur de la vitesse de la lumière de 300 400 km par seconde, avec une incertitude de 300 km par seconde. Cette méthode sera utilisée pendant de nombreuses années. Elle fournira un dernier résultat en 1902, 299 880 km par seconde, avec une incertitude de 84 km par seconde. Quel progrès! Entre-temps, cependant, les Français auront perdu le monopole des mesures de la vitesse de la lumière. En 1878, un jeune Américain de 25 ans, Albert Michelson, bien décidé à fournir une mesure encore plus précise que celle de Cornu, va perfectionner la méthode du miroir tournant mise au point par Léon Foucault. Ce sont toujours les mêmes fondamentaux. Comme ses prédécesseurs, Michelson va mesurer la vitesse de la lumière sur un parcours aller-retour. Mais là où Foucault lui faisait parcourir 40,4 mètres, l'Américain va mesurer la vitesse de la lumière sur une distance de 70,8 km. Le dispositif est le suivant. Une source envoie la lumière sur une phasme d'un prisme à 8 côtés. La lumière est réfléchie et par un jeu de miroirs dirigée sur une face opposée du prisme. Elle s'y réfléchit et après avoir parcouru 70,8 km depuis le départ, elle atteint l'observateur. Pour le moment, le prisme est au repos. Faisons-le tourner maintenant. Quand la lumière arrive en bout de course, la face du prisme sur laquelle elle se réfléchit a légèrement tourné. Du coup, la lumière n'est plus réfléchie vers l'oculaire. L'observateur ne voit plus rien. En fait, pour que l'observateur voie la lumière, il faut que le prisme fasse un 1/8 de tour pendant le trajet de la lumière. Autrement dit, quand la lumière parcourt 70,8 km, le prisme, lui, doit faire un 1/8 de tour. De cette manière, la lumière qui revient vers le prisme se réfléchit sur une face qui la renvoie pile dans l'axe de l'oculaire. Michelson calcule que le phénomène se produit quand le prisme tourne à 528 tours par seconde. Autrement dit,
Le prisme fait 1/8 de tour en 237 millionièmes de seconde, comme c'est également le temps que met la lumière pour faire 70,8 km. Michelson en déduit que la lumière se propage à 299 796 km par seconde avec une incertitude de 4 km par seconde. Cette valeur va devenir une référence pour les scientifiques pendant plusieurs dizaines d'années. Avec le temps, d'autres scientifiques vont mettre au point de nouvelles méthodes pour en affiner encore la mesure. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! Durant des milliers d'années, l'homme a pensé que la lumière était instantanée. Il y en avait ou il n'y en avait pas. Certes, Al-Hazen, un savant arabe, et plus tard Galilée, avaient bien pensé que la lumière avait une vitesse de propagation, mais ils n'avaient rien pu prouver. En fait, il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle, avec les observations d'Olaus Rømer, un astronome danois, et 50 ans plus tard, les travaux de James Bradley, un astronome anglais, pour que le monde soit enfin persuadé que la lumière avait une vitesse de propagation finie, qu'on estimait à l'époque proche de 300 000 km par seconde. Bien que satisfaite du résultat, la communauté scientifique savait pertinemment que les valeurs obtenues manquaient de précision. Or, plus que jamais, les savants avaient besoin de précision. Le 19e siècle va donc être le théâtre d'une course à la précision. Les savants vont mettre au point d'étonnants dispositifs et des machines époustouflantes, toutes plus ingénieuses les unes que les autres, permettant de mesurer la vitesse de la lumière, non plus en observant les astres, mais sur Terre, en laboratoire. Des dispositifs libérant les scientifiques des contingences liées à la mécanique céleste et leur permettant de faire de plus en plus de mesures au moment où ils le souhaitaient. Il y eut d'abord Hippolyte Fizeau et sa machine à roues dentée, avec laquelle il estima la vitesse de la lumière à 315 300 km par seconde. Puis, Léon Foucault et son miroir tournant qui proposa 298 000 km par seconde. Ces machines furent modifiées, perfectionnées, chaque intervention réduisant l'incertitude. Tant et si bien qu'au début du XXe siècle, l'Américain Michelson parvenait à ce résultat 299 796 km par seconde avec une incertitude de 4 km par seconde. C'est cet ordre de précision qui est important. Alors, tous les dispositifs mis en place par ces physiciens avaient au moins un point commun. Pour calculer la vitesse de la lumière, il faut d'abord déterminer une distance, puis mesurer le temps que met la lumière pour parcourir cette distance. En effet, vous connaissez la formule, V égale D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Mais plus les scientifiques voulaient être précis, plus cette distance augmentait. Avec Fizeau, la lumière parcourait déjà 17 km. Avec Michelson, 70. Et encore.
il y avait toujours une incertitude. Jusqu'où allait-il falloir aller? Eh oui, on n'en voit pas le bout. À la fin du 19e siècle, de nouvelles avancées sur la nature de la lumière vont révolutionner la mesure de sa vitesse. On comprend alors qu'elle se propage comme une onde, un peu comme l'onde qui se forme à la surface de l'eau quand on y jette un caillou. Attention, ce n'est pas l'eau qui avance, c'est l'énergie produite par la chute du caillou qui se déplace et qui met l'eau en mouvement. La lumière, c'est la même chose. C'est de l'énergie qui se propage à ceci près qu'elle ne met pas l'air qui nous entoure en mouvement. L'air n'ondule pas quand la lumière le traverse. La lumière, c'est la propagation d'un champ électromagnétique. Ce sont les valeurs de ce champ électromagnétique qui ondulent et qui forment une vague. Cela dit, puisque la lumière forme une onde, eh bien, elle en possède toutes les caractéristiques. La fréquence, qu'on note F, et la longueur d'onde, qu'on note lambda. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations qui se forment en une seconde. Cette fréquence se mesure en hertz. Ici, regardez, 1, 2, 3. 3 oscillations en une seconde, ça fait 3 hertz. La longueur d'onde maintenant, eh bien, c'est la distance qui sépare deux crêtes. Elle se mesure en mètres. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Eh bien, vous allez voir. Jusqu'à présent, la vitesse, c'était la distance sur le temps. V égale d sur t. Comme une onde se caractérise par une longueur, autrement dit, une distance entre les deux crêtes d'une oscillation et une fréquence, un nombre d'oscillations en une seconde. Eh bien, la vitesse de l'onde, c'est cette longueur multipliée par la fréquence, soit V égale lambda par F. Et ce n'est pas tout. Au début du XXe siècle, on comprend aussi que la lumière visible ne représente qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Il y a aussi les ondes radio, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges. Ces ondes n'ont ni la même longueur d'onde, ni la même fréquence. Mais elles se déplacent toutes à la même vitesse, celle de la lumière. Et heureusement pour nous, c'est ce qui nous permet de suivre des matchs de foot en direct à la radio ou à la télévision, de téléphoner ou de jouer en réseau avec des consoles sans fil. Après la Seconde Guerre mondiale, ces ondes électromagnétiques deviennent des supports très intéressants, pour les télécommunications notamment. Les scientifiques mettent au point des outils pour mesurer la longueur d'onde et la fréquence des ondes utilisées. Longueur d'onde et fréquence qu'il suffit ensuite de multiplier pour obtenir la vitesse de la lumière. En un peu moins de 30 ans, on a obtenu plus d'une trentaine de mesures de la vitesse de la lumière, toutes de plus en plus précises. Tenez, en 1973, l'Américain Evenson, en mesurant avec une grande précision la fréquence et la longueur d'onde d'un laser hélium-néon, obtient une vitesse de 299 792 km, 458 mètres et 70 cm par seconde, avec une incertitude d'1,10 mètre par seconde. Là, les scientifiques vont faire une pause. Oh, ils auraient pu continuer à mesurer avec une plus grande précision encore des longueurs d'onde et des fréquences, puis aller multiplier et pousser encore plus loin derrière la virgule. Mais à quoi bon? À quoi bon obtenir des dixièmes, des centièmes, des millièmes de mètre quand la valeur du mètre manque elle-même de précision? Oh, j'entends déjà les critiques. Comment ça? Le mètre imprécis? Oui. La définition du mètre, avant 1960, était donnée par le mètre étalon déposé à Sèvres, à côté de Paris. Il se présentait sous la forme d'une barre de platine. Le mètre était la distance encadrée par 2 traits à 0 Celsius. Le problème de ce mètre étalon est qu'il se déforme et qu'il s'use. Et puis, où commence et où finit réellement le mètre? Au bord extérieur ou au bord intérieur du trait? À moins que ce ne soit au milieu. Vous mesurez le problème. Vous le voyez,
ce maître étalon n'était pas à la hauteur de la précision des calculs de la vitesse de la lumière. Il fallait donc redéfinir la notion de mètre et la rendre universelle, la délocaliser en quelque sorte afin que ce mètre puisse être consulté en tout point du globe et que sa valeur ne dépende ni de l'observateur ni des conditions de l'observation. Sachant, d'après la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, que la lumière a une vitesse constante dans le vide, que l'on appelle désormais célérité, les scientifiques décidèrent alors d'inverser le problème. Plus question de mesurer la vitesse de la lumière avec ce mètre étalon. En revanche, ils vont définir le mètre grâce à la vitesse de la lumière. En 1983, la 17e conférence générale des poids et mesures stoppe la course à la précision et fixe la vitesse de la lumière à 299 792 km et 458 mètres par seconde exactement. Par la même occasion, on donne donc au mètre une valeur universelle. Le mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 299 792 458 millionièmes de seconde. La vitesse de la lumière devenait par conséquent une constante connue, une des constantes universelles qui n'avait désormais plus besoin d'être mesurée. Tout cela, mine de rien, a des applications très concrètes dans notre vie de tous les jours. Tenez, le GPS par exemple, le Global Positioning System, qui dans la voiture nous indique où il faut tourner pour rejoindre le terrain de camping le plus proche. Comment fonctionne-t-il ? Le principe est assez simple. En connaissant la distance séparant le récepteur GPS de 3 des 24 satellites GPS placés en orbite autour de la planète, eh bien, on connaît la position du récepteur GPS sur la Terre. En fait, les satellites émettent des ondes radio qui sont captées par les récepteurs. Ces récepteurs, grâce à une horloge très précise, connaissent le temps mis par ces ondes radio pour aller du satellite au récepteur. Connaissant la vitesse de la lumière à laquelle se propagent ces ondes radio, eh bien, on en déduit la distance séparant le satellite du récepteur. Et oui, la distance est égale à la célérité que multiplie le temps. On obtient une distance précise au centimètre près. Bien sûr, vous l'aurez sûrement remarqué, la précision d'un GPS dépend de la définition de la vitesse de la lumière, on l'a vu, mais aussi de celle du temps. Donc, de la seconde. Qu'est-ce qu'une seconde ? Certes, ce n'est pas très long, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Alors, rendez-vous pour une autre histoire.